Imaginez devoir imposer votre autorité face à un Zlatan ou un Mbappé. Devinez en quelques secondes si vous devez temporiser, négocier ou trancher net quoi. Vous êtes en Ligue 1, vous êtes au sommet du monde, en live, à la télévision, partout. Et vous devez trancher. Bienvenue mes chers amis dans la vie de Frank Schneider, arbitre de Ligue 1 et aussi consultant en management. Et oui, il est les deux à la fois, figurez-vous, parce que Frank est ce qu'on appelle un slasher accompli, arbitre professionnel du plus haut niveau d'un côté, entrepreneur et formateur à la méthode DISC de l'autre, une méthode qui me passionne. Je vous mets d'ailleurs tout de suite une vidéo juste ici pour que vous puissiez la regarder. Formé très jeune à l'arbitrage, passionné par le football, évidemment, il n'a jamais cessé de construire des ponts entre ces deux mondes qui paraissent pourtant complètement opposés, le terrain, littéralement de foot, et l'entreprise. Dans cet échange, on a donc parlé des deux. Comment décoder les profils de personnalité quand on a un arbitre, quand on est à un match de haut niveau? Comment gérer les tensions avec des égos surdimensionnés quand il y a des enjeux quand même aussi importants? Et quel style de leadership adopter selon son interlocuteur? Comment s'adapter finalement? Comment construire une marque personnelle forte qui tienne même sous la pression? C'est un épisode qui passionnera toutes celles et ceux que le management intéresse. Et si vous êtes fan de foot, j'ai envie de vous dire, c'est du bonus, vous allez vous régaler. Un mot d'excuse pour vous toutefois, cet épisode il a été fait à distance et la connexion a été un peu moyenne, ça nous a joué des tours, donc on a fait au mieux au niveau du montage, vous m'en excuserez 1000 fois, franchement ça vaut quand même la peine d'écouter cet épisode qui est absolument pépite, soyez juste un petit peu indulgents. Et puis d'ailleurs j'en profite pour vous dire, si jamais vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à le dire à Frank Schneider, ou pourquoi pas à vous abonner ou à diffuser cet épisode autour de vous partout, c'est ce qui me permet de continuer à inviter des personnalités aussi différentes, intéressantes, interpellantes qu'un Frank Schneider. Mais je ne vous en dis pas plus, laisse place à ma conversation avec Frank Schneider. Quand on est indépendant, il y a des jours où tout roule. Et puis il y a les autres. Vous savez, ceux où un client oublie de payer une facture, où vous passez 1 heure à retrouver un justificatif dans une bannette mal triée, ou encore les jours où vous réalisez que votre compte pro ne distingue pas ce qui revient à l'URSSAF de ce que vous pouvez réellement dépenser. C'est là que mon sponsor de longue date, Conto, est bien plus qu'un simple compte bancaire. Facturation automatisée, relance intégrée, estimation du solde de TVA pour facilement savoir où vous en êtes, sous-compte avec IBAN dédié pour mettre de côté charges ou salaire, et surtout une vision claire, en temps réel, de votre trésorerie. C'est structurant, apaisant et si on est honnête, totalement indispensable quand on gère son business soi-même. Conto, c'est la solution que j'aurais aimé avoir à mes débuts et celle que je recommande sans réserve aujourd'hui aux indépendants autour de moi. En plus, Conto vous offre 3 mois sur votre abonnement compte pro avec le code Pauline 2025. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur conto.com, Q-O-N-T-O. Bonjour Franck et bienvenue sur Le Gratin. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, même si elle est à distance. Et comme je vous le disais en off, je serais ravie qu'on ait l'occasion de se rencontrer en vrai. Ça nous permettra, je suis sûre, d'échanger davantage. Si ça vous va, Franck, je voulais commencer par le début et commencer par votre passion pour le foot et notamment vous demander comment vous étiez tombé dans le monde du foot dès votre plus jeune âge, si je me trompe pas. Alors effectivement, je suis tombé dans le monde du foot très jeune, à 6 ans, où j'ai commencé par jouer. Puis dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à entraîner. Et dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à arbitrer. Et j'ai fait les 3 en même temps jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est assez fou et ce que vous me disiez juste avant là qu'on commence, c'est vraiment que vous l'avez voulu tester en fait les 3 rôles d'une certaine manière, mais ce que j'ai trouvé assez étonnant parce que quand on y pense, des jeunes gens, des jeunes garçons de 6-7 ans qui se mettent au foot, il y en a plein, mais après de là à se dire ok très bien, je vais me mettre de l'autre côté de la barrière, déjà y entraîner premièrement, et puis alors ensuite surtout prendre le sifflet et devenir arbitre, ou en tout cas s'entraîner pour devenir arbitre. Je sais pas quelles sont les statistiques, mais je peux imaginer qu'il y en a très très peu. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait plus spécifiquement donné cette envie, notamment de prendre le sifflet donc et de devenir arbitre, ou en tout cas de tester ce métier.
Mais c'était beaucoup de curiosité parce que dans ma famille, personne n'était arbitre et personne d'ailleurs ne pratiquait le foot. Et c'était vraiment cette curiosité de comprendre comment ça se passait pour un arbitre parce que quand on est joueur, on a la critique facile ou en tout cas on pense qu'on connaît les lois du jeu et qu'on les connaît mieux que l'arbitre. Et là, je me suis dit, bah allez, je vais essayer. Et puis, je me suis dit, je vais déjà passer l'examen théorique parce que pour être arbitre, il faut passer d'abord un examen théorique. Puis après, je me suis dit, je vais faire 2, 3 matchs. Je vous cache pas que c'était la catastrophe au départ. Et en fait, après, on y prend goût parce que je voyais aussi l'arbitrage comme une possibilité de changer de niveau, changer d'équipe, d'être obligé de m'adapter tout le temps, et puis surtout de pouvoir arriver à un niveau auquel j'aurais pas pu prétendre en tant que joueur. Donc, il y avait tous ces aspects-là qui m'ont motivé. Justement, alors ça m'intéresse parce que bon, je ne connais pas grand-chose au milieu du foot. Déjà, je vais me faire un peu taper sur les doigts, mais c'est vrai. Et par ailleurs, alors encore moins justement au monde de l'arbitrage. Et je voulais vous demander, quand j'ai préparé cette interview, finalement, qu'est-ce que c'est que exactement le rôle d'un arbitre? En quoi ça consiste exactement? Parce que effectivement, comme vous le disiez justement, je pense qu'on se rend pas forcément compte de l'étendue de ce que vous faites en tant qu'arbitre. Alors le rôle d'un arbitre, je le présente de deux manières, une un peu provocante et une plus réelle. La manière provocante, le rôle de l'arbitre, c'est un mal nécessaire. C'est ce que je donne comme raison d'être, notamment dans les accompagnements que je peux faire auprès des CODIR ou des COMEX. Et ça, je pourrais le détailler peut-être plus tard. Mais l'autre rôle plus flatteur ou en tout cas plus motivant pour les jeunes qui souhaiteraient débuter, c'est d'être un facilitateur. Parce qu'un arbitre, s'il permet à un attaquant, par exemple, de marquer 4 buts, s'il permet à un match de se dérouler dans les bonnes conditions, que les fautes soient sanctionnées pour que les bons joueurs puissent s'exprimer, etc., il a joué son rôle. Et lui, il est content. Un arbitre où il y a un but marqué après un bel avantage d'un arbitre, un avantage, c'est-à-dire qu'il y a une faute, mais l'arbitre a décidé de ne pas la sanctionner pour laisser le jeu se poursuivre parce qu'il pensait que ça pouvait amener à un but, par exemple. Quand on a ça, c'est notre satisfaction. Donc on est vraiment un facilitateur et on est là pour permettre à chacun d'exprimer son plein potentiel. C'est ça le rôle d'un arbitre. Hyper intéressant, et je dois vous avouer que je ne l'avais pas vu comme ça. Pour moi, c'était un peu le garant des règles du jeu, pas vraiment un facilitateur. Je trouvais que l'arbitre finalement avait un rôle un peu, comme on peut imaginer, de départager quand il y a une faute, quelque chose comme ça, à se dire finalement, voilà, prendre la décision. Et d'ailleurs, j'imagine que la prise de décision sur le vif doit faire partie des qualités ou en tout cas des difficultés du monde de l'arbitrage. Mais je l'avais pas forcément vu comme un rôle de facilitateur, parce que pour que je comprenne bien, finalement, quand vous prenez une décision en tant qu'arbitre, c'est aussi parce que, pas uniquement on va dire par rapport à un jeu ou par rapport à ce qui s'est passé à l'instant, mais c'est aussi avec la réflexion sur quel va être l'impact de votre décision. Alors, pour remettre le contexte un peu quand même pour les non-initiés du foot, un match de foot dure 90 minutes. En 90 minutes, en moyenne, un arbitre prend 245 décisions. Ah ouais. Donc, quand je débute mon match, je sais que je vais prendre une décision toutes les 22 secondes. Avec à chaque fois cette pression. Alors, au haut niveau, il y a la pression des médias économiques, des différents acteurs. Mais même pour un arbitre d'un niveau régional ou départemental, dans ces 245 décisions, il y a l'instantanéité aussi qui nous met de la pression. Et 245 décisions, c'est 45 décisions très faciles. C'est-à-dire le ballon est sorti du jeu, par exemple. Donc là, c'est très facile. De toute façon, le jeu est arrêté, il faut qu'on en prenne une. OK. Donc là, il reste 200 décisions. Et sur ces 200 décisions, en fait, ce n'est que du management et du leadership. Parce que j'analyse la situation et est-ce que je formalise ma décision ou pas. C'est-à-dire, est-ce que je siffle un coup franc et j'arrête le jeu, et éventuellement je mets une sanction, ou au contraire, je prends le parti de ne pas siffler pour laisser vivre le jeu. Et c'est en ça qu'on est un facilitateur. Et donc, on voit les décisions que je formalise, ça représente à peu près 35 décisions par match. Ça veut dire qu'il reste 165 situations dans un match où j'ai pris la décision de ne pas siffler. Et pour autant, j'ai pris une décision. Et pour nous, en tant que dirigeants, acteurs de la vie autre que footballistique, on va dire, c'est la même chose pour nous. On prend des décisions tous les jours qui ne se voient pas et qui vont impacter notre activité ou notre journée ou peu importe. Et encore plus pour un dirigeant. Et bien souvent, c'est les décisions qu'on ne formalise pas qui ont un plus fort impact. Parce que ne pas siffler, c'est décider de ne pas siffler. Bien sûr. Alors même que la situation aurait pu l'amener. Et c'est ça qui m'a plu dans l'arbitrage. C'est pas blanc ou noir. C'est au contraire toujours dans cette zone grise et c'est la valeur humaine qui décide et qui fait la différence entre les arbitres. C'est le fait de pas siffler une faute, mais de faire passer un message à un joueur quand même. En passant à côté de lui après, ou au contraire en sanctionnant celle d'après, en lui rappelant la faute d'avant. Enfin, il y a différentes manières de le faire.
Et c'est ça qui est vraiment passionnant dans l'arbitrage. Mais comme c'est passionnant dans le fait de diriger des hommes ou d'entraîner des hommes. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est drôle parce que j'ai donc travaillé en fait en préparant finalement cette interview puisque je connaissais pas grand-chose au monde de l'arbitrage et en creusant et en lisant des choses sur votre parcours justement, j'ai compris le parallèle que vous faisiez, le côté très humain finalement entre le management, entre le leadership d'hommes et l'arbitrage que pour être honnête, en tant que néophyte, j'avais absolument pas aperçu et ça m'a un peu ouvert tout un monde et je me posais la question au niveau de la formation parce que finalement le management, bon, il y a malheureusement pas tant de formation que ça dessus, il y a des écoles, etc. Mais bon, c'est souvent sur le terrain qu'on apprend. Je me posais la question donc de la formation. Vous aviez dit que justement vous aviez fait une formation pour devenir arbitre. En quoi ça consiste? Parce que tout ça paraît tellement, lié à de l'expérience, lié à de l'humain, lié à de l'intuition, lié à à un moment en fait où vous prenez une décision que je me disais mais finalement comment est-ce qu'on peut réussir à former quelqu'un pour qu'il puisse prendre ses décisions avec justesse? Les arbitres, ce sont avant tout des femmes et des hommes. C'est-à-dire qu'il y a le côté technique ou le côté compétence de la fonction. Donc là, pour ça, il y a des parcours théoriques, des parcours pratiques, des accompagnements de terrain, des personnes qui viennent nous observer sur un match et qui nous font un feedback. D'ailleurs, il y a une évaluation et c'est ce qui nous permet de gravir les échelons. Et quand je dis ce sont avant tout des femmes et des hommes, c'est qu'il y a aussi le parcours autre. Et c'est celui qui m'a beaucoup guidé, c'est-à-dire qu'il y a le parcours scolaire puis professionnel. Et il y a cette appétence pour l'arbitrage pour certains aspects de la fonction d'arbitre qui vont nous aider dans la vie professionnelle. Et moi, ce qui m'a permis d'avancer, c'est que j'apportais en entreprise quelque part ce qui m'aidait dans l'arbitrage, mais j'apportais sur le terrain de foot ce qui m'aidait dans l'entreprise. Et l'un nourrissait l'autre à chaque fois. Donc la formation, elle est à la fois guidée par la fédération qui nous a formés à travers les différents examens, les différents stages, les différents séminaires. Et il y a aussi la formation qu'on fait à côté, parce que selon notre envie de nous spécialiser en management ou pas, on a le libre choix de le faire aussi et d'adapter notre style d'arbitre en fonction des expériences à côté. Donc il y a vraiment des styles d'arbitre. Mais alors vraiment vous allez me prendre pour une débile parce que je suis pas du tout malheureusement je ne suis pas le foot mais je sais on peut avoir des styles. Donc vous allez avoir par exemple des traits de personnalité qui vont ressortir, c'est-à-dire un arbitre qui va j'imagine avoir la décision d'être peut-être un peu plus agressif et de toujours quand il voit une faute ne rien laisser passer. Celui qui au contraire peut-être comme ce que vous décriviez va essayer de faire progresser les joueurs en leur laissant une chance et puis ensuite en leur disant la deuxième fois ça va pas se passer de la même manière. Vous ressentez ça? Enfin, c'est quelque chose qui est réel, ce style dans l'arbitrage? Ah, c'est sûr. Et d'ailleurs, quand on arbitre un match, de toute façon, on revêt un costume. Qu'on le veuille ou non, on revêt ce costume. Et après, c'est est-ce qu'on accentue ces traits-là ou pas? Une petite anecdote. Quand je suis arrivé en Ligue 1, je tournais avec un match de foot est arbitré par une équipe d'arbitres composée de 6 personnes. Il y a l'arbitre du milieu, qu'on appelle l'arbitre central, c'est celui qui court un peu partout sur le terrain. Il y a les arbitres assistants qui sont ceux sur les côtés qui suivent les lignes, sur les côtés, c'est juste pour les situer géographiquement. Il y a un arbitre remplaçant qui est à l'extérieur du terrain entre les deux entraîneurs, et il y a 2 arbitres vidéo. Et en général, on constitue des équipes entre l'arbitre central et les 2 arbitres assistants qui sont sur les côtés, où on forme une vraie équipe et tout au long de la saison, on va arbitrer les matchs ensemble. D'accord. Et donc, quand je suis arrivé en Ligue 1, j'ai constitué mon équipe. C'était 2 amis de 20 ans. Et on avait chacun notre personnalité, nos envies, nos ambitions, enfin voilà, nos envies et nos passions. Et on avait notre manière de faire, où quelque part je décidais de tout et je faisais tout, dans mon style. Au bout d'une saison, moi, ça ne m'allait pas, pour des raisons qu'on pourrait développer plus tard, parce que être un arbitre, c'est à la fois faciliter l'expression ou les potentiels des joueurs, mais c'est en même temps mener une équipe. C'est un peu comme un dirigeant qui doit emmener une entreprise dans un domaine d'activité, à travers les concurrents, etc., mais qui doit aussi être le leader du CODIR pour pouvoir emmener tout le monde. Et nous, c'est pareil, on est à la fois manager de l'équipe arbitrale et en même temps facilitateur des joueurs. Ouais. Et donc moi, mon équipe arbitrale, au bout d'un an, quelque part, elle m'avait épuisé parce qu'en termes de ressources, on n'était pas alignés. Donc autant on était amis, on s'entendait très bien et on avait beaucoup d'affection l'un pour l'autre, autant sur le terrain, ça ne correspondait pas. Donc j'ai changé d'équipe. Et je me rappelle que lors des consignes d'avant-match, parce que quand on arbitre un match de Ligue 1, on fait toujours des consignes sur comment on va faire, quel est le mode de collaboration, comment on va s'aligner. Et c'était marrant parce que eux tournaient, les 2 nouveaux assistants que j'avais, tournaient la saison d'avant avec un ami arbitre qui évolue au même niveau. Et pour la petite anecdote, quand je vois arbitrer cet ami arbitre, j'ai quelque part des boutons qui apparaissent parce que je ne supporte pas son style d'arbitrage.
Donc c'est très drôle parce que ça veut bien dire que dans l'arbitrage, mais comme tout dirigeant d'entreprise, souvent on a un objectif, mais les chemins sont divers pour y arriver. Bien Il n'y a sûr. pas la voie unique, donc c'est chacun son style. Et lui, quand je le vois arbitrer, j'ai des boutons et ça tombe bien parce que lui, quand il me voit arbitrer, il déteste. C'est On clair. a deux styles complètement opposés. Et donc, lui, il est plutôt dans le relationnel et la communication. Et un exemple, c'est que quand il va arbitrer une équipe, avant le match, il va se répartir les tâches avec ses assistants en disant, bah, tu vas parler à tel joueur en italien, à tel joueur en brésilien, à tel joueur en anglais pour créer du lien. Parce que lui, c'est son style. Mhm. L'influence, le relationnel. Et donc, quand ils sont venus avec moi au premier match, ils m'ont dit, bon, ben, comment ça se passe avant le match? Je dis, bah, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu veux dire, comment ça se passe avant le match? Il dit, bah oui, on va voir qui est quoi. Ah Je dis, ouais. bah, si tu vois quelqu'un, tu lui tends la main, tu lui dis bonjour parce qu'on est bien élevé, mais sinon, on rentre au vestiaire et on n'a pas à faire ça. Parce que moi, mon style n'est pas du tout dans le relationnel. Et, et dans les animations, dans les accompagnements, c'est ce que j'appelle la griffe. La griffe, c'est qu'est-ce que les gens vont retenir de vous à l'issue d'un Mhm. match, ou à l'issue d'une saison, ou à l'issue d'une carrière. Comme un dirigeant. Qu'est-ce que les collaborateurs vont retenir de ce dirigeant après la gestion d'une crise, comme on vient de la connaître, ou on la connaît encore un peu avec le Covid, ou après un mandat, ou après une direction générale, ou peu importe, mais qu'est-ce que les gens vont retenir de vous? Mhm. Et ce qui compte, c'est d'être à l'aise là-dedans, parce que ça va être votre zone de ressources. Et moi, ma griffe, c'est d'être solide et juste. C'est pas d'être sympa. Ouais, ouais. Donc souvent, mes clients qui sont des fans de foot, ou au contraire qui n'aimaient pas le foot, mais qui me découvrent autrement, me disent ah mais finalement vous n'êtes pas si antipathique que ça. Et ça me fait sourire parce que je ne cherche pas à être sympa, mais par contre solide et juste. Mhm. Et c'est pour ça que oui, ça permet d'exprimer énormément nos Trait de différences personnalité, quoi. Ouais. et nos traits de personnalité. Donc il n'y a pas qu'un style d'arbitrage, comme il n'y a pas qu'un style de management ou de leadership. Et heureusement. Écoutez, c'est clair et justement, j'aimerais beaucoup parler avec vous de management, notamment dans le cadre de vos activités maintenant de conseil. Si ça vous va, juste avant ça, parce que quand même ce sujet de l'arbitrage, je pense, est assez peu connu du public et moi, je le trouve hyper intéressant maintenant que vous m'en parlez. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces fameuses décisions? Je suis assez fascinée par tout ce qui est processus de décision. Et là, vous dites, vous en faites en plus 250, si je me rappelle bien, en 90 minutes, ça paraît quand même assez dément. Est-ce que vous auriez des exemples un peu concrets de peut-être pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous prenez la décision de ne pas, justement, de ne pas siffler? Pourquoi vous prenez la décision de ne pas dire quelque chose? Enfin, qu'on vive un petit peu l'envers du décor de ce qui se passe dans votre tête, Franck, quand à un moment donné, il se passe quelque chose sur le terrain et que vous devez prendre une décision. S'il y a un exemple un petit peu marquant dont vous pourriez nous parler et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Comment vous avez agi suite à ça? Alors il y a différents exemples parce que effectivement les décisions, il y a celles qui sont claires, je disais le ballon sorti, ou alors vraiment la grosse faute où là il n'y a aucune difficulté à la prendre. Et après, il y a énormément de décisions qui sont dans la zone grise. Et là, le meilleur moyen de prendre la décision, c'est de savoir quelle est la décision qu'on est prêt à assumer. Si je la fais courte, hein, en termes d'explication. C'est-à-dire que je vais prendre une décision, mais quelle est la décision que je suis prêt à assumer concrètement? Parce que je sais que demain, dans les médias, dans les journaux, les présidents Ouais. de clubs, quand ils vont me retrouver, etc., ils vont m'en parler. Alors, et ça, c'est une matrice de décision qu'on a formalisée avec mon équipe. Alors, bien souvent, les dirigeants ou les arbitres ou les managers peuvent le faire de manière intuitive. Et nous, on s'est amusé avec l'équipe à le conscientiser. C'est-à-dire que on a fait une matrice à double entrée, si j'essaie de faire un Ouais. schéma, avec qui a vu les décisions et de qui normalement dépend ce type de décision. Pour Mhm. essayer de faire encore plus simple, c'est-à-dire qu'il y a des décisions normalement qui dépendent de l'arbitre central, ça peut être un carton rouge ou un penalty, par exemple. Et il y a des décisions qui dépendent de l'arbitre assistant. Là, je parle des hors-jeux. Ouais. Donc les hors-jeux, c'est quand un joueur est trop près du but, pour faire simple, et un penalty, c'est quand il y a une faute dans la surface de réparation. Donc normalement, c'est soit l'assistant, soit l'arbitre qui est responsable de cette décision-là. Sauf qu'il y a la deuxième entrée, c'est qui a vu ça. Et nous, on s'est amusé à dire, en fait, selon celui qui a vu et celui qui est responsable, qui prend la décision finale? Et si c'est à moi, par exemple, de prendre un penalty, mais soit je suis tombé sur le terrain, soit j'étais mal placé, soit ça s'est passé dans mon dos, c'est comment on fait dans ces cas-là? Parce qu'on Ouais. on ne peut pas ne pas prendre de décision. Alors c'est pas très beau dit comme ça, mais on doit au moins prendre la décision peut-être de ne pas siffler, mais on ne peut pas dire juste je ne prends pas de décision. Et nous, on s'est amusé à se dire, dans le cas-là, je prends la décision de laisser mon arbitre assistant décider. Et D'accord. moi, ça me permettra de mieux l'assumer, de mieux la vivre. Il y a aussi des cas où j'ai des fois des conseils de mes assistants qui me disent faute, penalty ou carton rouge, et je ne les suis pas parce que en fonction de ce que j'ai vu, je serai plus à l'aise ou je pourrais plus facilement me regarder dans une glace en cas d'erreur à assumer cette erreur-là
que assumer une décision que je n'aurais pas voulu prendre ou je me suis laissé forcer. Donc ça, c'est déjà comment des fois on prend la moins mauvaise décision. Et je me rappelle d'une anecdote où c'était un match un peu chaud, c'était un derby, et là, sur la même situation, il y avait 3 décisions à prendre. C'était est-ce qu'il y avait hors-jeu, pas hors-jeu, main, pas main, et est-ce que le ballon était rentré dans le but ou pas. Ça fait beaucoup. Ça veut dire qu'il y avait 2 décisions qui dépendaient de moi et une décision qui dépendait de mon assistant. Et on avait, en cas de doute, on avait toujours imaginé la situation, on se disait, bon, on se retrouve sur le terrain, on fait une sorte de conciliabule, et puis on se donne le temps de réfléchir, on écarte un peu les joueurs et on montre qu'on prend la chose au sérieux. Enfin, on joue un peu la comédie quelque part, mais ça nous donnera quelques secondes supplémentaires pour prendre la décision. Et donc moi, quand j'y suis allé, ma seule question, c'était de savoir est-ce qu'il y a main ou pas main, c'est-à-dire est-ce que le ballon a touché la main de l'attaquant ou pas. Et moi, j'étais assez serein parce que je me suis dit les autres éléments, je pense les avoir. Et mon assistant, lui, quand il m'a vu venir, il m'a dit bah tant mieux parce que je sais pas s'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu. Et pour l'anecdote, je suis allé le voir et je lui ai dit à mon collègue, je lui ai dit Djemel, il y a main ou pas main? Il dit ah bah ça tombe bien que tu viennes me voir parce que moi je sais pas s'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu. Et là, on s'est retrouvés vraiment un peu comme 2 idiots sur le terrain, alors que tout le monde nous regardait. Il y a quand même une vingtaine de caméras sur un match. Clair. Tout le monde attendait la décision. Et alors, limite, on en a rigolé. On s'est dit, bon, toi, tu sais pas s'il y a hors-jeu. Moi, je sais pas s'il y a main. Bon, moi, je suis prêt à assumer le fait qu'il n'y ait pas main. Et lui m'a dit, moi, le fait qu'il n'y ait pas hors-jeu. Et on a validé le but. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'arbitrage du but. Et on en a rigolé après parce que on a du coup pas fait en fonction des éléments très factuels qu'on n'avait pas, mais en fonction de notre expérience et de ce qu'on était prêt à assumer en termes de prise de risque. Et au final, la décision était bonne. Donc on a eu beaucoup de chance. Mais ça, c'était ce qu'on appelle un grand moment de solitude sur le terrain où vous pensez que l'autre va vous apporter des certitudes. Et pour le coup, on a partagé nos doutes. Mais mine de rien, en équipe, on était prêt à assumer cette décision-là. Ouais, c'est ça. Un beau moment. Donc voilà. Bah merci pour le partage. En tout cas, je pense que ça permet de réaliser un petit peu plus à quel point, en plus, la décision doit être rapide, quoi. Et puis sur le vif, enfin, c'est un peu terrible, mais je trouve ça rapproche, je pense, pas mal de certains métiers, justement, où la décision, voilà, est vraiment quasi instantanée. Et c'est vrai que c'est très très différent de se dire qu'on peut prendre une décision, bah voilà, en y réfléchissant, en se concertant, etc. Et puis finalement, un peu comme un pilote dans un avion ou un militaire, j'imagine, quand il est en situation de crise, ou un entrepreneur d'ailleurs, doit prendre la décision, mais sur le vif. Et donc ça, c'est encore un autre enjeu avec en plus la pression, comme vous le disiez, sur les épaules d'avoir la terre entière qui vous regarde et qui n'a qu'une envie, j'imagine, c'est que vous vous plantiez. Donc ça ne doit pas aider le processus de décision. Alors pour l'anecdote, j'ai discuté avec un pilote de chasse justement et on échangeait sur nos pratiques respectives. Et il avait un apport intéressant qui était de dire en fait lui, il estime que son cerveau a 100% de capacité, mais que quand il pilote son avion, il n'est qu'à 30%. Et les 70%, il les garde en cas de crise ou en cas de pépin à gérer ou de problèmes majeurs. Et moi, je me suis dit, en fait, dans l'arbitrage, c'est pareil. C'est quand on arrive sur un terrain, on n'utilise que 30% de nos facultés pour garder le reste à disposition en cas de problème ou de difficulté particulière à gérer. Et tout l'enjeu après, c'est de savoir comment on se limite à 30%. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase que j'aime bien, c'est expect the unexpected. C'est-à-dire qu'on envisage en fait avant le match tout ce qui peut se passer. Alors évidemment, on n'aura jamais tout, mais au moins on aura déjà à travers notre organisation, à travers nos projections, à travers la préparation, les modes de collaboration, on sera qu'à 30% au début du match de notre potentiel pour se laisser 70% de marge. Alors que à ne pas préparer justement le champ des possibles, bien souvent on est déjà à 70 ou 80% quand on rentre sur le terrain. Mais du coup, on est vite en sur-régime. Et c'est ce qui fait que même dans des moments de crise, on arrive à prendre de la hauteur. Il y a eu un match, par exemple, qui s'est déroulé dans un contexte très, très difficile, où il y avait les CRS qui nous attendaient dans le couloir, etc. Mais il fallait que nous, c'était dans un milieu professionnel, hein, où on devait en même temps gérer un match capital pour l'accession en Ligue 1, ce qui veut dire quand même 20 ou 30 millions de budget en plus, enfin tous ces enjeux-là. Et on gérait notre sortie de terrain avec les médias, où le 4e, il était en train de dire au réalisateur, tiens, tu vas envoyer une caméra tout de suite sur le terrain pour protéger l'arbitre ou avoir l'image de lui. Mon arbitre assistant qui gérait les CRS dans le couloir, mon autre arbitre assistant qui me donnait des informations sur les échauffourées dans les tribunes ou sur ceux qui allaient rentrer sur le terrain. Enfin, on gérait tout ça en même temps, et ça, ce n'est possible que si on est bien préparé au départ. Ouais. C'est cette fameuse agilité qui revient un peu tout le temps ou qui est un peu à la mode, mais l'agilité pour moi n'est que le résultat d'une grande organisation.
Oui, le fait d'avoir des automatismes tels que vous pouvez consacrer toute votre esprit, quoi, concrètement, sur la vraie situation de crise, quoi, complètement. Exactement. Justement, alors vous avez évoqué au début là, de notre conversation le lien quand même fréquent que vous faites entre le monde corporate, puisque vous êtes maintenant consultant, conférencier, et votre carrière d'arbitre, que je trouve absolument fascinant et passionnant. C'est ce lien justement, puisque il paraît pas forcément évident au premier regard, mais quand vous en parlez, je trouve que c'est assez fou de se rendre compte que effectivement le monde de l'arbitrage est très très lié, je trouve, à l'humain, et c'est évidemment le cas aussi dans le management. Est-ce que vous pourriez tout simplement nous expliquer votre vision à ce sujet et qu'est-ce qui vous a amené en fait à un peu théoriser le fait que le monde de l'arbitrage était extrêmement lié au monde corporate, ou en tout cas au monde du leadership et du management? Alors je vais répondre dans l'autre ordre à vos questions. La première, la deuxième question que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce qui m'a amené à le faire? C'est que avant j'étais consultant ou arbitre. C'est-à-dire que souvent j'allais à un rendez-vous clientèle où je faisais mes accompagnements et puis il y a des clients qui me parlaient de l'arbitrage ou de mon match du samedi d'avant ou des choses comme ça. Et je leur disais à chaque fois, ok, si ça vous dérange pas, on en parlera plus tard. Et un jour, il y a le directeur général d'une banque qui m'a dit, mais Monsieur Schneider, si je veux un consultant, je sors, il y en a plein les rues. Il a dit, moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui est dans l'excellence et qui justement est au top dans son domaine. C'est pour ça que je vous ai choisi. Donc on parlera d'arbitrage. Et il avait raison. Et c'est ce qu'on appelle la gestion des dilemmes, c'est-à-dire que je suis passé de consultant ou arbitre à consultant et arbitre. Ouais. Et ce jour-là, je me suis dit, en fait, je vais l'assumer d'être arbitre en activité et consultant. Et c'est ça a été le déclic pour modéliser. Et ensuite, pour modéliser, je me suis dit, en fait, quelles sont les pressions que moi je subis sur le terrain et quelles sont les pressions qu'un dirigeant ou qu'une entreprise peut subir sur son marché. Et ça peut, pour l'illustrer, un arbitre, on est aujourd'hui 22 en Ligue 1. 22 arbitres en Ligue 1, c'est-à-dire que chaque décision impacte notre classement, parce qu'à l'issue d'un match, on a une note, et les moins bons descendent à l'issue de la saison, les meilleurs sont internationaux, et ceux du milieu se maintiennent. Mais c'est comme une entreprise sur son marché. Il y a des acteurs, et ce qu'il faut, c'est être parmi les meilleurs, parce que si vous êtes parmi les moins bons, vous coulez, ou vous êtes obligé de changer de marché. Donc ça, c'est la première concurrence, elle est déjà interne, quelque part. C'est lié au nombre d'arbitres. Et on est, nous, travailleurs indépendants, donc on défend quelque part notre SARL perso. Oui, c'est ça. Comme ça. Ensuite, il y a la pression des nouveaux entrants. La pression des nouveaux entrants, c'est quelque part ces jeunes arbitres qui sont dans les divisions inférieures et qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est de prendre ma place. Et toute la difficulté pour nous, d'ailleurs, c'est que ces jeunes entrants, bien souvent, nous font quatrième, c'est-à-dire arbitre remplaçant sur nos matchs de Ligue 1. C'est un peu comme le nouveau manager qui a les dents qui rayent le parquet et qui veut devenir chef de service ou directeur à votre place et qui a toute l'ambition pour. Et toute la difficulté est de se dire comment je fais équipe avec lui alors que je sais qu'il veut prendre ma place. Donc comment je vais l'intégrer moi dans mon équipe arbitrale, ce jeune arbitre, alors que lui pense être meilleur que moi quand il me voit au bord du terrain et qui se dit qu'en fait il serait mieux à ma place. Et l'enjeu, on l'a de la même manière en entreprise. Une bonne leçon pour l'ego, j'imagine. Ah tout à fait. Et c'est comment comment faire une équipe qui fera face à la pression alors même qu'on sait qu'on peut avoir des enjeux opposés. Ensuite, il y a tout ce qui est les moyens de substitution, les nouveaux produits de substitution quelque part. Et là, c'est l'arbitrage vidéo dans le football. Et l'arbitrage vidéo dans le football, c'est comme une nouvelle application ou un nouvel ERP dans l'entreprise. Un dirigeant va se dire, mais moi, j'ai pas besoin d'un ERP dans l'entreprise parce que moi, je connais mon entreprise, je connais mes marchés, je connais mes marges, je sais faire mes prévisionnels, etc. Et moi, dans l'arbitrage, au début, je pouvais me dire, l'arbitrage vidéo, c'est en fait une atteinte à mon expertise ou à mon autorité. Ouais. J'ai pas besoin d'avoir un arbitre vidéo qui va me dire comment je dois arbitrer, ou quelque part, c'est qu'il se prétend meilleur que moi. Et ça, on le travaille pour se dire, en fait, la vidéo dans l'arbitrage, c'est une aide. Ça permet de se focaliser sur sa vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire sa personnalité, son leadership et le management, la gestion d'une rencontre. Et c'est comme un chef d'entreprise qui se dit, quelque part, le RP va me soulager des chiffres et va me permettre de me focaliser sur l'humain, par exemple, ou sur l'innovation, ou sur la créativité, ou ce qu'on veut, mais sur ce qui fait vraiment ma valeur ajoutée de dirigeant. Et enfin, il y a les deux dernières pressions qui s'exercent sur les arbitres, mais comme sur une entreprise. C'est tout d'abord le pouvoir de négociation des clients. Et les clients dans l'arbitrage, c'est par exemple les institutions qui gèrent l'arbitrage. Donc la LFP, c'est la Ligue du football professionnel ou la Fédé. Et c'est eux qui négocient les droits télé, donc qui négocient l'argent dans le football. Et là, j'ai une anecdote, c'est qu'on avait un stage de rentrée, puis le directeur est venu nous voir et il a dit, moi on a discuté en aparté, puis il me disait, Monsieur Schneider, c'est bien, vous êtes un bon arbitre, c'est super, mais vous sifflez 26,5 fautes par match et vous mettez 4,1 cartons jaunes par match.
pour moi, c'est trop. C'est trop dans le sens où je suis en train de négocier les droits télé, je suis en train de valoriser le championnat de France. Et pour valoriser le championnat de France, ce qui compte, c'est qu'il y ait le plus de temps de jeu effectif et que les meilleurs joueurs restent sur le terrain. Donc, il ne disait pas de ne pas sanctionner les fautes, il disait d'essayer de, quand je vous parlais des 35 décisions qu'on formalisait, d'essayer de faire en sorte qu'on en siffle moins pour avoir toujours cette obligation de résultat, protection des joueurs, protection de l'autorité, mais de siffler moins pour permettre d'avoir plus de jeux et donc que lui puisse le monnayer plus cher. Ce qui s'entend, c'est le client, c'est le client. Bien sûr. Donc ça, c'était au stage. Donc je me dis, bon, ok, je comprends à peu près le message. Je comprends en tout cas son intention à lui, etc. Je la trouve normale. Et là, j'arrive sur mon premier match, au premier stade, et là, il y a le président qui m'accueille, qui dit, Monsieur Schneider, content de vous voir pour cette nouvelle saison. Pour moi, vous êtes un bon arbitre, il n'y a pas de souci, mais vous sifflez 26,5 fautes par match, 4,1 cartons jaunes par match. Je suis désolé, c'est pas assez. C'est pas assez parce que moi, il faut protéger mes meilleurs joueurs. Cette année, je vais jouer la Coupe d'Europe, je vais jouer le titre en championnat de France. Moi, j'ai besoin que mes meilleurs joueurs puissent s'exprimer et ne pas être blessés. Donc, si vous sifflez plus, vous allez empêcher quelque part les fauteurs de troubles de nuire à la santé de mes joueurs et vous allez justement, en mettant plus de cartons, sortir du terrain ces joueurs qui peuvent blesser les miens. Donc, je voudrais de vous que vous siffliez plus et que vous sanctionnez plus. L'enfer, le tir croisé, donc, pas possible. Et on dit, mais comment on fait? Comment on fait? Et c'est là où notre raison d'être doit nous guider. Parce qu'on est dans ce monde-là qui est complètement incertain et imprévisible, ce qu'on appelle un monde VUCA. Et si on n'a pas de raison d'être claire, on est perdu. Justement, j'allais vous demander, je suis désolée de vous interrompre, mais concrètement, là, si on reste sur cet exemple qui est très parlant, comment est-ce que vous prenez la décision? Parce que vous êtes complètement tiraillé entre les deux. Donc, est-ce que vous pourriez nous prendre par la main et nous dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Et puis, à un moment donné, quand vous prenez la décision, qu'est-ce qui fait que vous prenez cette décision? Alors déjà, la décision pour la prendre, pour me guider dans ce monde-là, complètement VUCA, ou imprévisible, je me suis dit, mais à quoi je sers? Pourquoi je suis là? Si on enlève l'arbitre, qu'est-ce qui manque au football, quelque part? Donc j'ai pris de la hauteur et je me suis posé cette question-là. Mais comme un comité de direction dans une entreprise, à quoi sert le comité de direction dans l'entreprise? Si on l'enlève, qu'est-ce qui manque? Et je me suis dit, en fait, l'arbitre, pour moi, la conclusion du travail, en tout cas que j'ai fait avec mon équipe arbitrale, c'est de dire que l'arbitre, c'est un mal nécessaire. C'est ce que je disais avant. C'est un mal nécessaire parce que si je suis pas là, c'est quelque part le chaos. Si les joueurs pouvaient s'auto-arbitrer, ça se saurait. Et dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin d'arbitre. Mais c'est comme un manager. Si les collaborateurs pouvaient s'auto-manager, il n'y aurait pas de manager ou pas de leader. Enfin, pas de leader formel. Donc ça, c'est pas le cas. Donc, dans tous les cas, il faut quelqu'un. Et quand je dis un mal nécessaire, c'est que, ok, il faut quelqu'un, mais malheureusement, ce quelqu'un, il n'est pas forcément apprécié ou attendu ou valorisé. Donc, mal nécessaire, mal parce qu'il faut que je sois là, mais nécessaire, de toute façon, si je suis pas là, c'est le chaos. Donc moi, je le prends comme ça. Ça me permet déjà de mieux vivre ma fonction et de mieux vivre certaines contestations ou certaines pressions. Et après, c'est une fois qu'on sait à quoi on sert, c'est comment on le fait. Et c'est là où j'ai travaillé ma griffe sur solide et juste. Et le solide, c'est je me détermine un cap et j'emmène tout le monde jusqu'à ce cap-là. Donc, parce qu'on peut pas se dire, nous, en tant qu'arbitre, contrairement à un joueur, parce qu'un joueur, à la limite, s'il est pas dedans, au bout de 10 minutes, 20 minutes, 60 minutes, il dit à son coach, sors-moi, ou même le coach le sort avant, et c'est réglé. Sauf que un arbitre, moi, ça m'est déjà arrivé au bout de 2 minutes de me dire, mais aujourd'hui, je suis pas du tout dedans. Quand c'était pour la gauche, je sifflais à droite. Quand c'était pour la droite, je sifflais à gauche. Et là, je peux vous assurer que c'est long. Là, vous vous sentez seul parce qu'il reste 88 minutes à faire. Et donc, solide, c'est justement ça. C'est comment on va, malgré les événements, les turbulences, tout ça, on va mener son match jusqu'à son terme, dans les meilleures conditions possibles. Et même quand on commet une erreur, il faut accepter qu'il y ait des erreurs. C'est le droit à l'erreur des leaders. Même quand il y a une erreur, comment je vais faire en sorte que le match aille dans les meilleures conditions possibles jusqu'à son terme. Ça, c'est solide. Et pour ça, c'est émotionnellement, faut être stable, faut montrer des signes rassurants, montrer qu'on peut s'appuyer sur nos épaules, etc., etc. Ça, on peut le décliner plus tard si vous voulez. Et après, juste, c'est je vais prendre la décision la plus juste possible, celle que moi j'estimerais la plus juste en fonction des lois du jeu et en fonction de ce qu'attend le football. Et ce qui est juste, ça veut dire aussi que j'arbitre un club plus prestigieux ou moins prestigieux, un jeune joueur ou un joueur plus vedette, on va dire plus diva. C'est que dans telle circonstance, telle situation va amener telle sanction, dans tous les cas. Un joueur qui enlève son maillot, au foot, c'est normalement mécaniquement un avertissement, moi je le mettrai. Même si c'est pour un événement grave ou au contraire très festif, etc., parce que les gens attendent de moi ça. Et c'est cette griffe, au moins ils savent que quand Franck Schneider arrivera sur le terrain d'après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on sait que dans telle situation, il y aura telle décision. C'est passionnant. Donc, c'est comme ça qu'on s'en sort.
J'ai plein de questions pour vous, Franck. En fait, ça me rappelle beaucoup un outil qu'on utilise en stratégie d'entreprise, la plateforme de marque, où on va avoir quelques mots très simples en général qui vont guider concrètement toutes les actions, toute la stratégie de l'entreprise. Et là, en fait, finalement, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait une plateforme de marque pour vous, Franck, qui est donc solide et juste. Je peux vous demander, première question, à quel moment en fait vous vous êtes formalisé ça? C'est-à-dire que je trouve ça assez intéressant. Je pense que la plupart des gens se posent pas tellement de questions sur leur style. Peut-être que vous, c'était nécessaire justement parce que le métier d'arbitre veut ça, mais je suis pas persuadée, peut-être que je me trompe, que tous les arbitres le font. Et je trouve ça assez intéressant de comprendre en fait à quel moment vous êtes dit je veux que ça soit solide et juste. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, j'enchaîne tout de suite, c'est est-ce que c'était lié à votre personnalité ou est-ce que c'était un choix finalement qui était celui qui vous plaisait? Ce que je veux dire par là, et je fais le lien ensuite avec le management, c'est que finalement, si je décidais moi d'être leader solide et juste, est-ce qu'il faudrait que ça soit ma personnalité naturelle ou est-ce que je pourrais d'une certaine manière me former ou on va dire progresser pour y arriver? Alors quand je parlais du parcours hors arbitrage avant, je me suis avec ma casquette de consultant en tout cas, je me suis formé, certifié, entraîné, et notamment dans une certification sur l'excellence des organisations, on parle de la raison d'être et tout ce qu'on mène derrière, c'est à quoi je sers, quelles sont mes missions avec les valeurs qui vont avec, les parties prenantes, les principes d'action, l'organisation, la stratégie, etc. Et parmi les différents travaux à faire, fallait avoir un exercice pratique. Et moi, je me suis dit, tant qu'à faire, autant le faire sur ma casquette d'arbitre. Ah oui. Parce que vu l'enjeu et vu le niveau où je suis, faut en avoir conscience en tout cas. Donc, je me suis amusé à le faire sur ma casquette d'arbitre. Ça, c'est la démarche. Et donc ça, c'est venu, ça fait seulement 4-5 ans en tout cas que c'est formalisé dans ce sens-là. Ensuite, pour moi, solide et juste, c'est que le résultat de ma personnalité que j'assume enfin. Et c'est grâce à d'autres outils ou d'autres formations que j'ai pu réaliser à titre personnel que j'en ai pris vraiment conscience et que maintenant je suis à l'aise de le dire. Si je peux me permettre d'utiliser des mots un peu plus verts ou fleuris sur votre antenne. Oui, allez-y. Oui. Il y a que des adultes consentants qui sont là, donc vous inquiétez pas. Bon, super. Si je veux avoir un peu le sourire, je dis, en fait, je suis un gros con, mais je m'assume. C'est-à-dire que on me regarde, on dit, mais lui, c'est vraiment un gros con. Je fais la gestuelle en même temps que j'utilise des fois dans des trainings de management, mais où il y a ce mot-là qui est à la fin de la phrase, même si on l'exprime pas, le non-verbal le dit. Et moi, je me suis dit, mais mince, moi, j'ai l'impression d'être fondamentalement bienveillant, mais autour de moi, l'image que j'ai, c'est celle-là. Pourquoi? Et là, je l'ai compris. J'ai compris que j'avais un profil de personnalité qui était un peu atypique, d'ailleurs, ce qu'on appelle un conflit moi-moi. Pour ceux que ça intéresse, on pourra en parler plus tard. Et je jouais sur les deux énergies en même temps. Je donne un exemple. Sur le terrain, à un moment donné, quand il y avait un moment de tension, un moment de conflit ou de contestation, j'envoyais les joueurs dans les cordes de manière très sèche. Voilà, pour pas en dire plus. Ouais, et dans les 30 secondes qui suivaient, j'allais voir le joueur, je disais, au fait, votre cheville, ça va là par rapport au coup d'avant? Alors le joueur, il me regardait, il me disait, mais il est barjot, lui, ou il est bipolaire, ou qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où j'avais cette image-là un peu. Mais moi, dans le fond, comme j'étais sur les deux profils, ces deux énergies opposées, mais que moi, j'ai naturellement, moi, je voyais pas le mal, sauf que les gens n'arrivaient pas à lire dans ma griffe ou dans mon management. Exactement. Donc là, j'en ai pris conscience et j'ai décidé qu'en fait, j'allais rester que sur une seule énergie sur le terrain, celle qui est peut-être plus directive, plus froide, plus distante, mais au moins, elle était claire pour tout le monde et ça a mis tout le monde à l'aise. Donc aujourd'hui, on sait que je suis pas forcément l'arbitre sympa, mais on sait qu'on peut compter sur moi autrement. Et ça nous fait du bien, en fait, de pouvoir l'assumer. Donc oui, ce trait de personnalité, et ça c'est quand je vous parlais de mon ami associé qui avait une personnalité opposée à la mienne et qui me donnait des boutons quand je le voyais, lui il a juste assumé sa personnalité et quelque part c'est ça qui est chouette comme un dirigeant. Ce qui compte, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme image ou que les collaborateurs pensent de nous ou les joueurs ou les médias. Est-ce que déjà je suis à l'aise avec ça, je suis aligné avec ça, et après surtout est-ce que mes actions sont alignées avec ça. Bien sûr. Bien sûr. Parce que souvent, on a une valeur affichée, celle pratiquée, et ça diffère, et c'est là où il y a un problème. Bien sûr. Justement, vous communiquez dessus, parce que là, donc vous êtes très ouvert sur le fait que votre plateforme de marque, si j'utilise mes mots, et raison d'être, si j'utilise les vôtres, c'est solide et juste. Ce que je trouve génial, en fait. Et
Est-ce que les joueurs sont au courant de ça? Alors j'imagine que vous n'allez pas lui dire salut, salut, tel ou tel nom, moi, voilà comment je suis, etc. Mais globalement, est-ce que c'est quand même quelque chose que vous essayez de faire passer comme message pour que, ou est-ce que ça se ressent uniquement dans vos actions, mais pour que les joueurs sachent à quoi ils vont être confrontés, pour que au moins les choses soient très claires entre vous, de la même manière qu'un manager, il y a plusieurs écoles, mais pourrait très bien expliquer au début quand il y a une nouvelle recrue, quel est son type de management, ce qui en général est plutôt positif parce que ça va permettre d'avoir une compréhension plus simple entre les deux parties. Alors, je le communique, mais de manière indirecte. C'est-à-dire, je le formalise pas ou je le verbalise pas, en tout cas, de la même manière, solide et juste. Par contre, je l'illustre. C'est ces fameuses valeurs qu'on transforme en principe d'action. Et dans le process, toujours de conscientisation à l'époque de ma griffe, j'ai imaginé ce qu'on appelle des moments de vérité. Des moments de vérité, ce sont des moments qui sont particulièrement impactants dans l'activité de l'entreprise, ou moi, en tout cas, dans mon activité d'arbitre. Et ce moment de vérité doit en fait pouvoir communiquer cette griffe solide et juste. Un moment de vérité, c'est la prise de contact avec le club le lundi quand on prépare le déplacement. C'est par exemple l'arrivée au stade, l'entrée sur le terrain, quand on serre les mains aux joueurs ou pas, etc., etc. Ou alors comment on gère un président qui veut contester dans le vestiaire à la mi-temps ou qui nous attend à la sortie du terrain. Ça, ce sont des moments de vérité. C'est comment on va imprimer sa griffe, la transmettre dans des moments qui sont particulièrement impactants et importants. Et là, donc, j'ai toujours regardé si mon comportement était en lien avec la griffe que je voulais transmettre. Quand c'était le cas, je ne changeais rien. Quand c'était pas le cas, j'ai adapté, justement pour que ce soit en corrélation. Et c'est comme ça que je l'ai communiqué, ma griffe. Hyper clair. Je voulais vous parler aussi, Franck, d'un outil que j'aime beaucoup personnellement et je crois savoir que c'est quelque chose, qui est une méthode que vous utilisez énormément aussi dans le cadre de vos formations en leadership et en management, peut-être aussi d'ailleurs sur le terrain, je sais pas, qui est la méthode DISC. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ce podcast parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au management qui écoutent le gratin. Mais je voulais vous demander si ça vous va de peut-être pour certains auditeurs réexpliquer brièvement la méthode et son intérêt, si effectivement vous l'utilisez, et puis surtout en quoi est-ce que c'est un outil utile pour vous? Alors, le DISC m'a permis de gravir les échelons et de monter de Ligue 2 en Ligue 1. Ah ouais, là où carrément. j'avais une sorte de plafond de verre au-dessus de ma tête en Ligue 2, le DISC a cassé ce plafond de verre et m'a permis de monter en Ligue 1 et de faire ce que je fais aujourd'hui. Le DISC, c'est en fait exactement ce que j'exprimais avant sur les profils de personnalité. Donc, pour ceux qui sont plus initiés au DISC, j'ai un conflit en moi, donc je suis rouge-vert. En termes de personnalité. Et grâce au DISC, j'ai pris conscience de ça. Donc, la première étape, c'est que ça m'a permis déjà de m'adapter, d'assumer ma personnalité et de monter en Ligue 1. La deuxième étape, c'est qu'aujourd'hui, je l'utilise tout le temps sur les terrains. Parce que alors, dites-moi, mais comment concrètement, comment vous faites pour parce que j'utilise beaucoup le DISC aussi, on le fait faire à nos collaborateurs dans ma boîte, etc. Et puis moi-même, évidemment, je l'ai fait. Mais je vois bien comment dans une équipe, je veux dire professionnelle, ça fonctionne. Mais sur le terrain, j'ai beaucoup de mal à visualiser en fait concrètement comment est-ce que vous faites pour utiliser l'outil. Et peut-être juste quand même pour expliquer très brièvement avant ça, je suis désolée, ça part dans tous les sens. Mais c'est le but du podcast. Non, c'est moi. Ou si vous voulez, je peux faire, mais peut-être vous le ferez mieux que moi. Je vais bien le faire avec d'autres mots. Ça changera peut-être un peu pour vos auditeurs. Alors, le DISC, en fait, avec le DISC, on traite des comportements observables. Et c'est basé sur les émotions, ce qui fait que c'est un outil qui est très stable dans le temps. Et on a deux résultats avec cet outil-là. C'est à la fois comment inconsciemment on s'adapte à l'environnement et comment consciemment on s'adapte à l'environnement. Quand je dis qu'on s'adapte à l'environnement, c'est-à-dire quel comportement on va avoir ou quelle zone de confort on va avoir par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. Et il y a 4 émotions de base qui sont illustrées par le DISC. C'est donc la colère, la joie, la tristesse et la peur. Et c'est quelle émotion nous fait avancer. En tout cas, quelle émotion est notre ressource ou notre moteur. Ça, c'est que pour le DISC. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'utilise à la fois le DISC et les motivations, ou les facteurs les comportements. Mais là, on va parler que du DISC. Donc, le DISC, c'est vraiment le style comportemental qui est basé sur les émotions et qui, en fait, représente notre zone de confort. C'est qu'est-ce qui fait que je vais me sentir plutôt à l'aise avec une personne, je vais utiliser les mots qui vont lui parler, ça va résonner chez lui, alors qu'avec une autre personne, ça n'ira pas du tout. Ouais. Et ça vous va comme explication, Pauline? Oui, ça me va très bien. Et peut-être brièvement décrire du coup les 4 personnalités pour qu'on comprenne du coup qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes rouge et vert. Alors les 4 profils, on peut les expliquer avec le modèle suivant, avec 2 axes. Le premier axe, c'est celui de ma perception de l'environnement. Est-ce que je le perçois comme favorable ou comme hostile?
Et comment moi je me positionne sur le deuxième axe, donc comment je me positionne par rapport à l'environnement. Est-ce que j'estime que je suis plus fort que l'environnement et j'agis sur lui, ou au contraire, est-ce que j'estime que l'environnement est plus fort que moi et je me protège? Si j'illustre les 4 profils, j'estime que je perçois l'environnement plutôt comme hostile. Donc je vois le danger partout quelque part. Mais j'estime que j'agis sur lui, là je suis dans ce qu'on appelle la dominance ou la couleur rouge. Donc là, c'est chiche pas chiche. J'ai aucun problème avec les défis, les conflits, voilà, ça me fait avancer. D'ailleurs, même mon énergie motrice ou mon émotion motrice, c'est la colère. Un échec constitue une colère, me relance la machine et je repars. Et moi, je suis orienté objectif à court terme et résultat. Ça, c'est le premier profil. Le deuxième, c'est je suis toujours orienté vers l'action, c'est-à-dire que je suis plus fort que l'environnement, j'agis sur lui, sauf que cette fois-ci, je le perçois comme favorable. Donc tout va bien. Là, je suis dans ce qu'on appelle l'influence, ou la couleur jaune. Et là, je suis plutôt quelqu'un de relationnel, qui aime bien séduire, convaincre, être au milieu de l'attention, etc. Voilà. Et ça, c'est pas du tout mon profil. Pour être C'est pour ça que je ne parais pas pour le mec sympa quand je vous disais que je suis un gros. Ouais, vous essayez pas de séduire, je comprends. Non, pas du tout. Alors que mon ami associé, justement, quand je le vois arbitrer et que j'ai des boutons, c'est parce que lui, il est là-dedans. Et moi, ça me convient pas du tout. D'accord. Ensuite, le troisième profil, c'est je perçois toujours l'environnement comme favorable, mais cette fois-ci, j'estime que l'environnement est plus fort que moi. C'est ce qu'on appelle la stabilité ou la couleur verte. D'accord. Mais là, tout va bien, vu que l'environnement est plus fort que moi, mais qu'il est favorable, il n'y a pas de souci. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est d'aider les autres, d'être utile. Mon émotion motrice, c'est la tristesse. Pas la mienne de tristesse, mais celle de l'autre. Si je le sens un peu triste, je vais l'aider. Si je l'aide, ça me remet en énergie, ça me fait avancer. Donc, c'est parfait. Et la dernière, c'est j'estime toujours que l'environnement est plus fort que moi, mais cette fois-ci, je reperçois l'environnement comme hostile. Donc là, il faut que je me protège. Donc, il faut que je définisse un cadre. C'est ce qu'on appelle la conformité, c'est la couleur bleue. Et donc moi, je suis rouge et vert, donc 2 couleurs opposées. C'est pour ça que je peux un peu puncher les joueurs par ma communication et derrière aller les voir pour dire au fait, ça va, votre cheville Et c'est là où je n'étais pas lisible et donc pas compréhensible de tous. Et c'est ce qui me faisait passer vraiment pour un gros parce que on comprenait pas ma manière de faire. Et grâce au disque, j'ai pu me focaliser sur un match, un comportement. Quand je sortais du match, je pouvais avoir un autre comportement, mais au moins c'était clair pour tout le monde. Et en plus, j'ai pris l'énergie donc rouge, qui correspondait le plus à solide et juste, et donc là, j'avais aligné le tout. Et comme par hasard, je suis monté de Ligue 2 à Ligue 1 quand j'en ai pris conscience grâce au disque. Incroyable. Ça, c'était à titre personnel. Après, avec les joueurs, ça change tout. Si vous prenez un joueur comme Zlatan Ibrahimovic, j'adorais l'arbitrer. Quel plaisir pour un rouge d'arbitrer un joueur comme lui. Pourquoi ? Parce que quand je lui serrais la main, d'habitude, on dit bon match avant un match, quand on serre la main là sur le terrain. Ouais. Moi, je lui disais bon travail, parce que pour moi, il est rouge-bleu. C'est ce qu'on appelle un stratège. Et en termes de motivation, on n'en a pas parlé de l'outil, mais il y a une autre motivation, il est individualiste. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que les gens soient professionnels et les décisions, même si elles sont difficiles, même contre lui, à partir du moment où c'est professionnel et que c'est juste, il l'accepte. D'accord. C'est pour ça que j'ai pas eu de problème à lui mettre des cartons, parce qu'il faut savoir le prendre au bon moment, et en plus, il faut rester dans cette on va dire, dans cette attitude adulte quelque part, ou professionnel. Donc lui, j'adorais l'arbitrer, et l'illustration, c'est déjà quand il venait dans le vestiaire avant le match pour signer la feuille de match, je lui disais bon travail. Donc c'était clair et c'était gagné. Et après, il y a d'autres joueurs aujourd'hui qui sont sur le terrain, beaucoup plus stars, etc., mais qui sont dans un profil jaune et esthétique, qui n'est pas du tout le mien. Donc eux, j'ai plus de difficultés à les gérer. Mais il y a un autre espoir français, je citerai pas le nom, mais très connu, très fort, promis un grand avenir, qui est pareil pour moi, bleu-rouge ou rouge-bleu, avec une forte connotation individualiste. C'est pour moi beaucoup plus facile de l'arbitrer et de le manager. Après, si je prends l'exemple d'un joueur vert, et il y en a par exemple à Paris, il y en a à Marseille, à Lyon, il y en a un peu dans tous les clubs, ou à Angers. Donc un joueur qui aime pas trop le conflit, justement, qui est plutôt, comme vous disiez, dans le fait de vouloir aider les autres, etc. Bah oui, par exemple, prenons Zlatan. Je peux en parler librement parce qu'il n'est plus là. Ouais. Zlatan, quand il voulait contester, ou quand on savait que s'il avait un carton, il pouvait plus contester, donc il envoyait son armée quelque part contester l'arbitre. Et c'était toujours pareil. Il y avait une personne dans le dos, une personne qui venait de côté et une personne très près de l'arbitre devant lui pour le gêner. Donc quand il envoyait ça, il y avait notamment un profil vert, qui est un joueur qui est encore à Paris aujourd'hui, qui est un milieu de terrain étranger. Et lui, je lui disais non, pas vous. Vous, j'ai besoin de vous. Et le fait de dire ça, ça désamorçait la contestation de ce joueur-là. Incroyable. Parce que du coup, il disait merde, bah oui, c'est vrai. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'aider. Même l'arbitre quelque part. Donc quand je lui disais non, pas vous, je compte sur vous pour ça.
Ben voilà, ça avait calmé le tout. Incroyable. Et ça, je l'utilise le disque sur le terrain. Un bleu, quand je parle par exemple avec le joueur français que je disais avant, la grande star française, je ne parle que factuel. C'est est-ce qu'il y a faute, pas faute, est-ce qu'il y a hors-jeu, pas hors-jeu, etc. Je ne suis que là-dedans et lui, ça lui parle et du coup, on peut parler, mais même avec le sourire, hein, on a eu des échanges avec le sourire où il avait une belle analyse, même arbitrale, mais comme on n'était que dans la partie analyse, mais pas du tout relationnelle, sentimentale ou ces yeux un peu admiratifs, ben ça passe super bien. Donc, faut adapter son profil en fonction du joueur, c'est ce qui facilite la communication. Et le disque est surtout important parce que sous stress, c'est notre première couleur qui parle, vu que c'est basé sur les émotions. Donc, c'est quelle couleur je vais avoir sous stress. Et ça nous permet aussi de, quelque part, connaître nos démons, savoir sous stress comment on agit. Et vu que je sais comment j'agis sous stress, ben, je l'anticipe. Ouais. Et là, c'est un travail d'équipe, arbitral. Ben, si tu vois que je prononce tel mot, par exemple, ben, calme-moi, ramène-moi ou fais-le-moi, en tout cas, mets-le-moi en avant pour que j'en prenne conscience et que je puisse m'adapter. Moi, en tant que rouge, je pourrais très vite avoir envie de m'énerver et de montrer quelque part de l'agacement, de l'impatience ou de la nervosité. Ben, grâce au travail d'équipe, alors d'une, maintenant, je me connais beaucoup mieux. Et même quand je commence quelque part à prendre feu, on dit ça prendre feu, ben, il y a mon assistant qui me calme. Ouais. Et du coup, ça me ramène. Mais c'est parce qu'on connaît aussi nos profils, parce que tous les profils sont bons. Faut juste en connaître les forces et surtout les démons. Ouais. Donc oui, vous me parlez du disque, je me régale. Là, je pourrais en parler 2 heures parce que sur le terrain, j'ai tellement d'anecdotes où j'ai même fait expulser un joueur par le capitaine de l'équipe. Le joueur était un vert et c'était une décision. Je terminerai là-dessus. Il y avait un contact entre 2 joueurs et moi, je ne voulais même pas siffler. Pour moi, il n'y avait pas de faute. Et au cri du joueur, j'ai compris qu'il y avait une faute. Donc j'ai sifflé. Quand on parlait de la prise de décision avant. Je voulais pas siffler et là je siffle. Mais je sais toujours pas pour qui je vais siffler parce que les 2 joueurs sont au sol. Et là il y a un joueur, il vient me voir, il me dit mais Monsieur Schneider, vous sifflez pour qui? Et là, comme je ne savais pas, je lui dis attendez, il y a une priorité, on va déjà gérer la santé des joueurs. Donc je fais entrer les médecins. Ça c'était pour gagner du temps quelque part. Mais ça je l'avais préparé. Hein. C'est un process, c'est ce qu'on appelle dans les moments de vérité. Et là je demande à mon assistant, t'as vu quelque chose? Non, moi j'ai rien vu. Je demande à l'autre, t'as vu quelque chose? Non, j'ai rien vu. Donc je me dis, il faut que je trouve une solution. Donc le profil rouge a sifflé à l'instinct et le profil vert dans la méthode cherchait la solution. Et donc j'ai fait mon investigation et j'ai vu qu'il y avait un joueur qui avait une grosse marque sur le tibia et l'autre non. Donc je savais que j'allais expulser le joueur fautif. Donc pas celui qui avait la marque sur le tibia mais l'autre. Et pour l'expulser, comme c'est une décision au départ où je ne voulais pas siffler, donc comment vous passez de je laisse jouer à je vais expulser un joueur clé de l'équipe et ça va impacter le match. Ben, le capitaine était vert et je me suis appuyé sur lui. Donc je me suis mis de côté, j'ai rien dit à personne, je me suis mis de côté et je lui ai dit au joueur, c'était un joueur d'Angers pour l'anecdote, je lui ai dit j'ai besoin de vous, est-ce que je peux compter sur vous? Et ça fait tilt chez les Verts. Ouais. Ils disent bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Je lui ai dit je vais expulser votre joueur et j'ai besoin de vous pour le faire. Alors il me dit quoi, mais vous voulez l'expulser? J'ai dit attendez, vous m'avez dit que je pouvais compter sur vous. Il dit ah oui c'est vrai. Et du coup il s'est retourné et c'est lui-même qui a annoncé au joueur qu'il allait être expulsé et qui a géré son équipe. C'est passé comme une lettre à la poste. Mais ça c'est parce que j'avais son profil vert en tête et je l'ai utilisé à ce moment-là. Sinon, ça aurait été conflictuel, la justification, on m'aurait entouré, enfin, ça aurait été Et là, c'est super bien passé grâce au disque. Donc concrètement, Franck, si je me trompe pas, quand vous allez sur le terrain, vous avez un espèce de mapping coloré de tous vos joueurs, en fait. Ah ben, expect the unexpected, hein. Et si jamais il y a un coup dur, sur qui je peux m'appuyer? Sur qui je vais m'appuyer, sur quel joueur? Parce que dans toute organisation, il y a à la fois le manager formel et le leader informel. Donc des fois, c'est pas le joueur qui a le brassard de capitaine qui est censé être le manager de l'équipe sur lequel je vais m'appuyer. Des fois, je vais voir le gardien ou je vais voir un autre joueur avec qui ça passe mieux et je vais m'appuyer sur lui. Et puis d'ailleurs, là où on s'amuse avec l'équipe, vu que maintenant on commence nous à utiliser le disque depuis plusieurs années dans l'équipe, là, c'est des fois c'est mon assistant qui lui a un profil plus passe-partout que moi, qui va voir un joueur et qui lui dit. On avait fait le match pour le titre, c'était Paris-Monaco. Et mon assistant, il y avait un joueur à Monaco notamment, on l'avait identifié parce qu'il faisait pas mal de fautes, il pouvait être quelque part le perturbateur ou l'agitateur de notre match et il pouvait nous compliquer la tâche. Ouais. Et c'est un bon profil jaune, mais moi je ne suis pas du tout jaune. Si j'y vais, on va croire que je me moque de lui ou que je suis pas authentique, donc le message ne passera pas. Donc mon assistant m'a dit t'inquiète pas, je m'en charge, on a mis ça en place. Il l'attend à la sortie du vestiaire et quand il vérifie l'équipement, il lui dit hey, Camille, aujourd'hui, pas de faute, hein. Alors le joueur lui dit mais comment ça pas de faute? Il dit oui, aujourd'hui pas de faute, allez tu peux le faire, je suis sûr, etc. Et du coup le joueur lui fait un clin d'œil, il dit ouais t'inquiète pas de faute. Et c'était un joueur majeur, hein, c'était 2 équipes, c'était pour le titre, donc beaucoup de pression. À la mi-temps, ce joueur vient nous voir, il tape sur le dos de mon assistant, il dit t'as vu, j'ai pas fait de faute, hein. Alors que c'est un joueur qui normalement faisait quand même pas mal de fautes.
Et mon assistant rebondit, lui dit, Camille, le match est pas fini. Il reste la deuxième mi-temps. Il dit, ouais, t'inquiète pas. Et à la fin du match, pas de faute. Et là, on s'est dit, c'est gagné, mais on l'a fait en équipe. Parce qu'on a aussi passé quelque part ce filtre qui est de dire, c'est le manager qui doit tout faire. Non. Le manager, il est là pour mettre ses collaborateurs ou son équipe dans les meilleures conditions. Et moi, mon assistant, il s'épanouit à jouer des rôles comme ça, où normalement, ça n'était pas de son ressort, mais là, il le fait. Parce qu'on s'appuie sur sa force à lui. Et là, grâce à lui, en tout cas, on a évité qu'il y ait un match haché avec beaucoup de fautes, qu'il y ait plus de spectacles. Et la relation était bonne avec les joueurs. Mais moi, j'en étais incapable. J'ai pour le coup utilisé mon assistant. Et on comprend donc, quand vous nous racontez ça, à quel point c'est applicable évidemment au monde du travail, où au final ce type de personnalité évidemment est aussi complètement visible. Alors après il faut les connaître, il faut les analyser, mais où j'imagine que si vous êtes dans une réunion ou que de faire passer un message, un profil un peu plus agressif, si jamais il parle à quelqu'un qui au contraire cherche l'harmonie et cherche la stabilité, ça peut complètement clasher. Ou comme vous disiez, vous êtes pas du tout donc le profil jaune, si jamais vous commencez à lui expliquer un petit peu comment il doit gérer ses affaires, être plus cadré, etc., ça peut complètement partir en vrille. Donc effectivement, je vois bien à quel point ça peut être utile aussi dans le milieu du management et du milieu professionnel. Je voulais justement pas rebondir dessus, mais faire un lien avec une notion donc que vous avez brièvement évoquée, qui est la gestion des conflits sur le terrain. Donc je peux imaginer que vous avez de temps en temps des moments un peu durs où vous prenez votre décision solide et juste, mais en même temps les autres sont pas forcément très contents, et donc ça, cette gestion des conflits, elle est là, elle est un peu inévitable. Or, on sait très bien qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont d'un naturel à pas trop aimer la confrontation, mais de temps en temps, c'est quand même un petit peu nécessaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, dans ce genre de cas, peut-être via des exemples, quelle est votre approche, alors que ce soit d'ailleurs dans le milieu professionnel ou sur le terrain, mais quand vous êtes face à une situation de conflit, est-ce que c'est via l'utilisation du disque justement que vous arrivez à résoudre le problème? Est-ce que vous pouvez utiliser justement un adjuvant, quelqu'un qui peut peut-être plus faire de la médiation? Comment est-ce que finalement dans une situation très chaude avec beaucoup d'émotionnel, vous arrivez à soit désamorcer les choses, soit pas les désamorcer, mais en tout cas faire avancer et prendre une décision? Alors, là, il y a plusieurs éléments. C'est oui, j'utilise le disque dans certains conflits. Ensuite, il y a des process qu'on a préparés à l'avance justement pour nous permettre d'avoir un coup d'avance en cas de conflit. Donc, je vais déjà répondre à ces deux questions-là. Oui, le profil du disque, je l'utilise parce que, par exemple, un président ou un entraîneur qui vient vous voir pour contester, si en plus il est de profil rouge, il faut savoir le gérer pour éviter d'alimenter la contestation, pour alimenter l'énervement, l'émotion, etc. Ouais. Donc il y a tout l'enjeu de gérer le côté émotionnel avant de partir dans le côté rationnel. Et ça, il y a vraiment 4 étapes. C'est 1, on écoute, on fait la quittance. 2, la question de précision pour être sûr d'avoir bien compris. 3, on répond. Et 4, on construit les bases, on va dire, d'une relation plus sereine ou en tout cas plus constructive par la suite. Ça, c'est la méthodologie classique. Et après, on peut l'adapter en fonction des couleurs. Si je prends un exemple avec un entraîneur, moi je l'avais préparé avec certains entraîneurs avec qui ça passe moins bien ou certains présidents, quand ils viennent dans le vestiaire râler, c'est déjà on instaure le cadre. Donc je dis toujours avec bienveillance, je donne les règles du jeu. Et après, des fois je vais leur faire un feedback et notamment un profil rouge pour l'illustrer avec le rouge, c'est je leur demande l'autorisation de leur faire un feedback. D'accord. Parce qu'un rouge n'aimera pas qu'on lui impose. Donc ok, si ça vous intéresse, moi, je peux vous donner ma vision, ma version, etc. Ou est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un feedback en fonction de la situation, Et là, c'est frustrant, notamment pour un rouge, parce qu'il faut accepter qu'il puisse dire non. S'il dit non, j'ai pas envie, ok, j'accepte. Par contre, s'il dit oui, c'est là déjà où vous avez gagné quelque part, parce que là, vous donnez votre avis, vous donnez votre point de vue. Et s'il conteste derrière, ou s'il commence à râler, vous lui dites, attendez, je vous ai demandé, vous m'avez dit oui, maintenant, j'aimerais bien aller jusqu'au bout. Et là, quelque part, ça permet un peu, même dans un profil rouge vif, très énervé, qui normalement n'accepte pas la discussion, le fait de demander l'autorisation, ça désamorce un peu, quoi. Exactement. Donc ça, c'est adapté au profil rouge. Et ça, on le fait en fonction de chaque couleur. Donc ça, je l'ai effectivement préparé. Donc vous avez vraiment pareil un mapping en fait par couleur de gestion du conflit. Voilà en fait les techniques d'une certaine manière pour un peu désamorcer la personne ou au contraire peut-être l'engager, je sais pas, pour certains profils. Mais il y a presque un framework dans ce que vous faites pour pas de traiter, on va dire, tout le monde de la même manière. Exactement. Et après, il y a vraiment ce que j'appelle
le kit de survie quelque part, c'est la phrase ou le process que je peux utiliser quand vraiment je suis acculé, quoi. C'est-à-dire que je viens de faire à la limite une grosse erreur ou c'était un gros moment de tension ou peu importe, et comment je m'en sors. Et là, je prends plus forcément le profil, mais c'est vraiment ma phrase passe-partout qui me permet de reprendre un peu le dessus sur la situation ou en tout cas de reprendre un peu d'air. Je donne un exemple. Je prends une décision qui peut être très difficile et très contestée. Et bien souvent, les joueurs vont vouloir venir vous voir et vous demander des explications. Et là, il y a une phrase classique parce que souvent, quoi que vous puissiez leur dire, ils ne vont pas être d'accord, forcément, vu que c'est contre eux. Et là, c'est comment on s'en sort. C'est un peu aussi le triangle dramatique qu'on peut utiliser de Cartman ou comment on change de casquette à chaque fois. Et là, comment on s'en sort. Et là, j'ai préparé une sentence toute faite. C'est-à-dire qu'ils me demandent une explication. Ouais, monsieur l'arbitre, j'aimerais que vous puissiez me dire pourquoi vous avez sifflé ça ou ça, peu importe. Et là, je leur dis, c'est pour telle et telle raison. Et là, ils rentrent dans la discussion. Non, mais, ouais. Et là, je les stoppe. Je dis stop. Vous m'avez demandé de vous expliquer, pas de vous convaincre. Donc maintenant, j'aimerais continuer à arbitrer. Et c'est terminé. Et ça marche à chaque fois. Quel que soit le profil, ça marche à chaque fois. Parce que dire, non, mais avec vous, on peut pas parler. Si, on peut parler. Mais vous m'avez demandé de vous expliquer, pas de vous convaincre. Et c'est pas mon rôle de vous convaincre. C'est toujours pareil, un mal nécessaire, solide et juste. Donc ça, c'est par exemple, un moment de vérité que j'ai travaillé. Après, il pourra dire de moi que je suis ce qu'il veut, mais il pourra pas dire que j'ai pas discuté. Je l'ai peut-être pas convaincu, mais c'était pas mon objectif. Et là, ça marche à chaque fois. Ou alors un entraîneur qui vous attend bord terrain avec la caméra, par exemple de Canal+ ou de beIN, juste derrière lui, et qui lui veut vous déstabiliser. C'est ça, c'est toujours une question d'ascendant psychologique ou de force en présence. Et vous dit, monsieur l'arbitre, mais pourquoi vous avez fait siffler tel penalty à la fin du match, etc. Et là, pareil, c'est un autre moment de vérité que j'ai préparé. Je dis, si vous voulez, on en parle dans mon vestiaire. Et bien souvent, eux, ils essayent d'avoir les médias avec eux. Ils disent, non, les décisions, vous les prenez sur le terrain, donc moi, je veux qu'on en discute sur le terrain. Donc là, comment on s'en sort? Parce que c'est eux qui prennent l'ascendant, là. Et là, la stratégie peut aussi être de dire, mais quel est votre objectif? Est-ce que c'est d'avoir la réponse ou est-ce que c'est de me mettre mal à l'aise? Si c'est de me mettre mal à l'aise, je rentrerai pas dans votre jeu. Si c'est d'avoir la réponse, ça sera dans mon vestiaire. Et là, pareil, vous en sortez. Vous voyez, sans rentrer dans leur jeu. Donc, ces moments-là, on les a préparés. Pour le coup, c'est pas en fonction des profils, mais c'est un peu le kit. Oui, c'est le kit de survie, ouais. Ouais, voilà. Et dans le milieu de l'entreprise, c'est ça, parce que dans le milieu de l'entreprise, est-ce que vous arrivez à le préparer finalement quand même alors situations peut-être sont aussi récurrentes, mais quand même j'ai l'impression moins que ce que vous pouvez vivre sur le terrain. Et donc quand vous avez ce type de conflit, je sais que du coup on peut en parler. Vous êtes vraiment en aide pour plein d'entreprises sur du management, des questions de leadership via donc un cabinet de conseil. Est-ce que vous pourriez nous dire, dans le cadre de la gestion des conflits, par exemple inter-équipes, ce qui arrive quand même assez fréquemment, concrètement, quelles sont des astuces ou quelle serait une méthodologie pour réussir à rapprocher deux personnes qui n'arrivent pas à travailler ensemble et pour lesquelles on pense que c'est nécessaire? Je trouve qu'en tant que manager, c'est souvent très difficile quand vous avez deux collaborateurs qui s'entendent pas du tout, se dire ok, concrètement, je les confronte, ça marche pas, j'essaye une médiation, ça marche pas. Comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ils arrivent à collaborer conjointement? Alors là, il peut y avoir deux pistes en tout cas de réflexion. La première, si je veux vraiment répondre à votre question, c'est déjà d'obtenir, on dit en général d'obtenir 3 oui. Donc c'est quelles questions poser, et ça pareil, ça se prépare, quelles questions poser pour que la personne en face de moi, même si elle est contre moi, qu'elle m'en veut, etc., soit obligée de dire oui. Ou quelque part, si elle dit pas oui, elle se met en porte-à-faux. Et ça, il y a des questions types. Donc soit je vous laisse réfléchir, soit je peux en donner une, mais allez-y. Il y a des questions. La question, ça peut être par exemple, tu as conscience qu'on n'arrivera pas à travailler ensemble. Ouais. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est as-tu envie de résoudre le problème ou as-tu envie de trouver une solution Mais c'est-à-dire, on dépersonnalise, on dissocie la personne du problème et on amène la personne à dire bon, il y a face à nous un problème, donc c'est la prise de conscience du problème. Après, on peut valider la volonté de résoudre le problème et après sur le comment on le fait. Ouais. Et c'est là où si la personne en face dit non, c'est qu'il y avait un loup quelque part qu'on a démasqué et c'est que c'est pas un problème lié à la situation, mais que c'est un problème de personne, et là, c'est encore autre chose. Ouais. Mais en tout cas, c'est déjà générer, on dit toujours générer 3 oui avant d'avoir un non ou avant de commencer à travailler ensemble, surtout deux personnes qui s'entendent pas. Après, la deuxième expérience qu'on peut avoir en entreprise, et ça, je l'avais vécu avec une banque, où je les avais emmenés observer un arbitre et après identifier tous les moments de vérité, de management, de leadership, pour les transposer dans le milieu de l'entreprise. Parce qu'ils avaient, notamment dans la culture d'entreprise, un gros problème, ils savaient pas dire non. Ou en tout cas, ils n'assumaient pas les noms qu'ils pouvaient donner. Et donc, c'était source de conflits, de problèmes, de mal-être en entreprise, de turnover, etc. Et j'avais formé
enfin accompagner les directeurs de secteur et les directeurs d'agence, en plus du CODIR. Et l'image de l'arbitre était parlante parce que le match qu'ils avaient vu, j'ai dit, imaginez que l'arbitre, à la 2e minute du match, il siffle un penalty, il met un carton rouge, c'est-à-dire il expulse quelqu'un du terrain. S'il fait la réponse suivante, un joueur qui vient dire mais pourquoi vous faites ça, etc. S'il dit écoutez, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai fait les lois, vous savez, c'est des vieux qui sont loin du terrain, ils y connaissent plus rien, si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais laissé sur le terrain, etc. Et là, le directeur d'agence en question, il me dit non, on peut pas dire ça. Je dis mais pourquoi on peut pas dire ça? Il dit sinon il a plus de leadership après sur son match, il peut plus. Je dis d'accord. Je dis mais un directeur d'agence qui n'assume pas à un moment donné un non au sujet des congés, d'une augmentation, d'une réorganisation. Et il dit tu sais c'est pas de ma faute, hein. C'est le directeur de secteur ou c'est le directeur de groupe qui demande ça. Je dis pense quoi? Et là il m'a dit ah oui là t'es en train de me mettre une claque, il me fait. Il dit parce que c'est oui c'est la même chose en fait. Et 2 ans après l'accompagnement, dans les résultats, ils font toujours un sondage, bien-être, engagement, etc. Le groupe qu'on avait accompagné avait eu les meilleurs résultats, justement, grâce à cette prise de conscience liée à l'arbitrage. Donc, le conflit, il y a, oui, de manière très courte, là, avec les 3 oui, par exemple, mais après, il y a surtout comment je me vois et comment je vois ma fonction, mais c'est toujours pareil, on en revient à la raison d'être. Hein. À quoi je sers et comment je peux aider tout le monde à grandir et à voir les choses autrement. Écoutez, c'est absolument passionnant, Franck, mais malheureusement, le temps passant, je vais être obligée d'arrêter de vous poser. Pourtant, j'ai encore mes 1001 questions sur le sujet de la gestion du conflit du management. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Mais bon, faut dire que tout ce qui était concerné l'arbitrage était aussi passionnant. Et puis, vous avez tellement d'exemples et d'anecdotes qu'on pourrait faire un podcast qui dure 4 heures. J'aimerais quand même terminer par ce que j'appelle le crible du gratin, qui sont des questions un petit peu plus personnelles sur vous et votre parcours, si vous le voulez bien. Parce que je trouve que c'est toujours assez parlant. Et notamment une question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a une erreur, un échec ou un moment de doute que vous auriez vécu et dont vous pouvez nous parler aussi bien sûr, et surtout ce que vous en avez tiré comme enseignement. Donc l'événement majeur, ça a été, ou l'échec majeur qui a été riche pour moi, ça a été ma rétrogradation de Ligue 2 en National, c'est-à-dire du 2e échelon vers le 3e échelon. Et comme j'avais le sentiment d'avoir fait une belle saison sur les terrains, d'avoir pris des bonnes décisions, c'était forcément la faute des autres, ce n'était pas la mienne. Et avec du recul, en fait, c'était complètement ma faute, parce que j'avais manqué d'intelligence situationnelle, ou en tout cas, j'avais pas changé ma perception de l'environnement par rapport à ce que je vivais. Je pensais toujours que la fonction d'arbitre était au-dessus de tout, et en fait, c'est l'institution du football qui était au-dessus du reste. Et c'est un peu comme en entreprise où l'institution est toujours plus forte que l'homme ou que les fonctions. Et ça a été vraiment un enseignement majeur parce que changement de niveau veut dire changement de vision, on doit s'adapter et ça, je l'avais pas fait à l'époque. J'avais continué les mêmes pratiques alors même que les enjeux étaient différents. Donc, belle expérience à ce niveau-là, ce qui m'a permis après de remonter en Ligue 2, de monter en Ligue 1 et de devenir international. Donc, riche d'enseignement. Qu'est-ce que vous avez changé concrètement comme comportement du coup dans le cadre de cette prise de conscience ? C'est le rapport qu'on a aux autres et aux parties prenantes. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'un arbitre était intouchable quelque part, qui pouvait s'adresser au président de telle ou telle manière, qui pouvait prendre des sanctions sur les clubs. Mais en fait, je pensais ça sans prendre en compte l'environnement complet. C'est-à-dire que pour moi, le foot, c'était juste un jeu avec un ballon. Alors que le foot, à ce niveau-là, c'est un enjeu économique. C'est une société, donc on n'a pas les mêmes comportements, il n'y a pas les mêmes attentes, il n'y a pas les mêmes exigences. Et j'avais pas répondu aux exigences du haut niveau. Et en comprenant ça, je me suis adapté dans mes postures, dans mes messages, dans mes façons d'être, dans les décisions que je prenais. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un show qu'on gère en Ligue 1. C'est pas juste du football, c'est en même temps gestion d'un spectacle, gestion de talent, et ça, je l'avais pas. Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des outils, ou des outils qui vous sont vraiment utiles au quotidien, d'ailleurs à titre personnel ou professionnel, qui vous aident à vous organiser, à être plus productif dans votre quotidien donc? Alors il y a les outils que j'utilise dans mes accompagnements, qui soient les matrices d'accompagnement des comités haute performance. Il y a le DISC beaucoup, les motivations, les aptitudes. Et après il y a beaucoup de livres qui peuvent m'inspirer, notamment aussi à bien vivre ce qui se passe sur un terrain. Et il y a un livre qui m'a permis de comprendre qu'un joueur qui simule dans la surface ne cherche pas à m'atteindre moi. Parce que les joueurs qui tombent dans la surface, qui font 3 tonneaux, qui amplifient les cris, les gestes, etc. Au début, surtout que j'ai un profil rouge, je le prenais pour moi. C'est et personnellement. Tu cherches à m'avoir. Et en fait, c'est les 4 accords de Toltec. Et ça m'a permis de passer de qu'est-ce qu'il me veut à qu'est-ce qu'il veut.
Et ça change tout dans la perception. C'est-à-dire que le joueur qui tombe dans la surface, il ne veut pas nuire à Frank Schneider quelque part, ou il ne veut pas nuire à l'arbitre. C'est juste qu'il cherche lui à tirer un bénéfice, quel que soit l'arbitre, l'équipe, etc. Et ça change tout dans la perception. Ça fait déjà qu'émotionnellement, on se sent pas agressé. Et après, on prend notre décision sans en faire une affaire personnelle. Et ça, c'est très important. Et en plus, ça répond à ma griffe, solide et juste, donc c'est parfait. Justement, ça tombe bien parce que la question que je pose toujours à la fin, c'était sur les livres justement que vous recommandez le plus autour de vous, qui vont le plus marquer. Donc j'imagine qu'il y a les 4 accords Toltec. Est-ce qu'il y en aurait un autre peut-être que vous pourriez nous recommander? Alors moi, je vous recommande aussi Simon Sinek sur le cercle d'or, sur justement quel leader inspirant vous êtes. Alors il y en a énormément, mais le principe c'est celui-là. Et c'est pour ça que moi l'arbitrage je le décline avec pourquoi je le fais, comment je le fais et concrètement qu'est-ce que ça donne sur le terrain. Et c'est vraiment duplicable tout le temps en entreprise et dans toute situation. Nul n'a de vent favorable s'il ne sait où il va. Donc on peut s'entraîner comme un fou, on peut acquérir toutes les compétences qu'on veut, faire toutes les formations qu'on veut, mais si en définitive on ne sait pas ce qu'on veut faire de notre vie, c'est sûr. Donc ces deux-là pourraient être inspirants. Après il y en a beaucoup d'autres, mais ces deux-là sont mes coups de cœur. Assez clairement. Écoutez, Franck, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour aussi tous ces partages. Franchement, c'était absolument passionnant. Si on veut vous retrouver, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, on n'a pas du tout parlé, je suis désolée, on n'a pas eu le temps de toutes vos activités, mais si on veut vous retrouver peut-être via un site internet, via divers réseaux sociaux, comment est-ce qu'on pourrait prendre contact avec vous? Alors, vous pouvez me contacter très facilement sur LinkedIn ou à travers la société de conseil avec qui je travaille sur Paris. Et je limite à LinkedIn parce que sur les autres réseaux sociaux, comme c'est le moyen d'expression des courageux anonymes, j'y ai pas beaucoup d'amis. Mais en tout cas, sur LinkedIn, je réponds à toutes les demandes de sollicitation, à tous les messages privés, avec grand plaisir. Très bien. Je mettrai dans ce cas le lien vers j'arrive plus à parler français. Abiliways, pardon. Et ensuite, évidemment, vers votre compte LinkedIn. Je vous remercie 1000 fois pour votre temps et puis je vous dis, j'espère à bientôt. C'était un plaisir, Pauline. À bientôt.